Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de TFK. Nous sommes à l'espace IRESA. Aujourd'hui, j'accueille une créatrice de contenu, mais pas que, une orthophoniste avant tout. J'ai l'honneur de recevoir Erika Henry. Bonjour Erika, bienvenue à IRESA. Bonjour Gaël. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur plusieurs points, mais avant tout, d'où commence ton aventure en tant qu'orthophoniste? Alors j'ai voulu déjà être orthophoniste à partir du lycée parce que je voulais faire un métier au carrefour entre la psychologie, la santé et le langage en fait. Et c'était le métier d'orthophoniste. Et du coup ça fait 5 ans maintenant que je pratique en tant qu'orthophoniste en Guadeloupe. Donc j'ai mon cabinet. Au départ j'ai travaillé aussi dans une clinique où j'avais plutôt des adultes. Et à mon cabinet. Donc je faisais les deux et depuis 1 an et demi, je suis qu'à mon cabinet. Donc c'est bien que tu précises que tu avais également des adultes, puisque je trouve que c'est un métier qui est pas forcément connu. Comme je te le disais, moi j'en connais 2. C'est quoi le périmètre d'une orthophoniste? Alors les orthophonistes travaillent aussi bien avec les enfants, les adolescents et les adultes, de 0 à 99 ans, voilà. Et donc chez les enfants, c'est surtout les troubles du langage, donc du langage oral et écrit. Donc chez les tout petits, donc du langage oral, les troubles de l'articulation ou de la parole. Chez les plus grands, ceux qui apprennent à lire, par exemple, on a des dyslexiques, par exemple, des enfants qui ont des troubles du langage écrit. Donc voilà, c'est surtout un trouble de la lecture. Et chez les adultes, ce seront plutôt des maladies neurodégénératives ou, par exemple, suite à un AVC, des adultes qui peuvent perdre la parole et du coup on rééduque. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on doit consulter un orthophoniste? Alors par exemple, quand un enfant est à l'école, souvent c'est l'instituteur qui fait la remarque aux parents. Et donc à ce moment-là, les parents vont chez le médecin et demandent une prescription parce qu'un orthophoniste ne travaille pas sans prescription. Okay. Donc le médecin donne une prescription pour faire un bilan. Et à la suite du bilan, on voit si l'orthophoniste voit si une rééducation est nécessaire ou pas. Donc ça débouche pas forcément sur une rééducation. Si au bilan l'orthophoniste estime que c'est à peu près normal, elle donnera des conseils aux parents et ce sera fini. Sinon, il y aura une rééducation qui commencera. Et chez les adultes, après un AVC, les proches remarquent aussi, remarquent que la personne ne parle plus comme avant, ou le médecin remarque aussi, et à ce moment-là, il va voir aussi, il fait une ordonnance, c'est toujours une ordonnance, pour faire une rééducation orthophonique. Donc la rééducation, ça passe par différents ateliers que tu proposes? Oui, alors ce ne sont pas vraiment des ateliers, c'est vraiment de la rééducation, et en fonction de la pathologie, ce sera différent. Et je dirais même que en fonction du patient, c'est-à-dire que je fais pas la même rééducation pour chaque patient. Pour chaque personne. Chaque patient, déjà les enfants, chaque personne a son propre caractère. Parfois je prends du temps avant de proposer des choses aux enfants parce qu'il y en a qui sont timides, donc ils vont arriver, ils voient une étrangère parce que je les vois seuls. Au départ, je les vois avec les parents pour avoir des informations sur eux, mais quand je les vois seuls, les enfants ne sont pas tout de suite en confiance. Donc il faut établir une relation entre l'enfant et moi, et ensuite on va commencer en fonction de ce qu'il a. Donc les troubles de la parole, je vais regarder à quel niveau le trouble est. Et du coup, à ce moment-là, on va commencer à travailler. Pour les adolescents et pour les adultes, ce sera pareil. Ce sera vraiment, c'est du cas par cas, en fait. Donc tu disais instaurer une relation de confiance, ça passe par quoi exactement? Alors, la communication avec l'enfant, se présenter, lui parler de moi. Ça m'est déjà arrivé de passer toute une séance, alors la séance dure 30 minutes en général, de passer toute une séance à parler toute seule. Donc l'enfant n'adhère pas, ou en tout cas n'est pas encore en confiance, mais il écoute, donc il me regarde du coin de l'œil, je le vois me regarder, donc je lui propose par exemple une activité toute simple, par exemple un puzzle. Je commence à enlever les pièces de la boîte, et puis je lui dis alors on va faire un puzzle. Il n'adhère pas du tout, enfin en tout cas il coopère pas. Je commence à faire le puzzle toute seule et je parle à voix haute, j'exagère beaucoup pour qu'il voit. Je dis super, cette pièce là ne va pas, et je fais toute seule, et puis au fur et à mesure il se rapproche, et voilà, il va commencer à, quand je fais exprès de ne pas mettre la bonne pièce, lui, il a trouvé la bonne pièce et il va la mettre pour me montrer qu'il sait. Donc voilà, ce sont des petites techniques comme ça. Et voilà, donc la relation de confiance commence un petit par peu, là. voilà. J'ai vu que tu as traité d'un sujet il y a pas si longtemps
sur ton compte, c'était l'insertion des écrans, c'est ça? Oui. Quel est ton avis là-dessus? Alors l'impact des écrans sur enfin comme mon domaine c'est surtout le langage, donc on a remarqué avec beaucoup d'orthophonistes que les écrans avaient un impact sur le développement du langage des enfants. Donc parfois j'ai des patients, un patient que j'ai l'habitude de voir, un tout petit, je le vois, donc ça se passe bien. La séance d'après, je sais tout de suite s'il était sur un écran avant la séance parce que c'est impossible de le canaliser. Il n'arrive pas à finir une activité, il passe d'une activité à l'autre. Et en fait, c'est voilà des troubles de la concentration et du langage. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est face à sa tablette, il n'y a pas de... Parce que le langage, en fait, se développe en ayant des interactions avec les parents, avec les adultes de notre entourage. Et il n'y a pas cette interaction-là. Donc, quand l'enfant est sur sa tablette et qu'il parle, on le corrige pas. Ou alors, il parle tout simplement pas. Il est sur son jeu et il ne parle pas. Donc, du coup, ça ralentit le développement du langage. Du coup, tu fais une sorte de sensibilisation aussi avec les parents pour leur éviter de mettre systématiquement une tablette ou un téléphone dans la main des enfants? C'est ça. Je fais de la prévention, donc alors l'enfant c'est bien de le voir, mais c'est aussi bien de voir dans quel contexte il évolue. Et je travaille beaucoup avec les parents, je leur en parle, je leur explique. Alors l'idée n'est pas de diaboliser les écrans, mais de leur expliquer à quel âge ils peuvent intégrer quel jeu, D'accord. voilà. Ok, un petit conseil peut-être. Moi j'ai une petite fille de 9 mois. Est-ce que je peux lui mettre les titounis par exemple dès maintenant dans les mains pour qu'elle puisse regarder les comptines? Alors pour moi, à 9 mois, c'est mieux que ce soit les parents qui chantent des comptines et qui fassent des gestes et tout, parce que entre 0 et 3 ans, l'enfant développe tous ses 5 sens. Et pour moi, l'enfant doit expérimenter avec ses mains, il doit expérimenter les livres, il doit expérimenter tellement d'autres choses avant les écrans que, oui, pour moi, à 9 mois, c'est tôt. Il y a un psychiatre qui disait que les écrans, ce serait bien de les intégrer à partir de 3 ans. Donc tu as une petite surprise qui arrive très bientôt. Oui. Alors en fait, par rapport à justement la vidéo que j'avais faite et tous les retours que j'avais eu sur les écrans, j'ai écrit un petit livre pour enfants sur ce thème-là et qui devrait normalement sortir au mois de septembre pour la rentrée. Tu as une deuxième activité aujourd'hui, donc qui est être créatrice de contenu. Ouais. Comment en fait tu y es venue? Alors c'était pas prévu au début. Je partageais des recettes, comme mon frère est pépiniériste et agriculteur, et on est très chez moi, enfin sur les produits bio, sur tout ce qui est naturel. Donc je faisais des recettes de pancakes avec des farines locales, parce qu'on est sur le local, voilà. Et donc je faisais ces recettes-là, je les faisais en story, je les partageais en story, et au fur et à mesure, plusieurs personnes me demandaient est-ce que tu peux me donner la recette, etc. Donc je donnais les recettes, voilà. Et puis au fur et à mesure, des entreprises sont venues à moi. Au départ, c'était du thé, donc c'était pour du thé, donc ça rentrait un petit peu dans ce que je faisais, tout ce qui était bien-être, healthy et tout. Et puis après le sport, donc j'ai fait un voyage à Los Angeles où j'ai rencontré Omar Bolden, et voilà. Donc au fur et à mesure, des entreprises ont fait appel à moi, mais au départ c'était pas du tout le but. Donc voilà. Aujourd'hui, comment les gens te perçoivent un petit peu par rapport à ça? Parce que je sais effectivement, tu sais, il y a ce terme d'influenceuse qui est souvent utilisé, qui a un peu un sens péjoratif. Nous, de manière, je te l'avais dit, très transparente, les gens qu'on connaît au sein du média, qui sont déjà passés par toi, disaient que tu étais quelqu'un de très accessible, et justement que le terme influenceuse ne te correspondait pas vraiment, puisque tu es vraiment quelqu'un qui est là pour apporter plus je dirais de l'accompagnement plutôt que de faire de l'influence même. C'est vrai que le terme influenceur, influenceuse a été très connoté péjorativement par rapport à plusieurs choses, mais j'assume maintenant. Alors j'ai eu du mal parce que justement à cause de cette connotation, je disais non, je suis pas influenceuse, mais finalement j'influence quand même beaucoup de monde. Mais après pour moi tout le monde est influenceur, enfin tout le monde peut s'influencer. Je reste moi, je reste simple et je m'estime pas au-dessus. Le nombre de followers ne fait pas la personne, voilà. Pour moi on est tous on est humains en fait. Donc voilà, quelqu'un vient à moi, je réponds à la sollicitation et voilà, je reste moi. Aujourd'hui, donc, je suis effectivement entrepreneuse depuis 5 ans. Oui. Donc, on est sur un média où on prône l'entrepreneuriat. Quelles sont les difficultés, toi, que tu as rencontrées? La paperasse. Voilà.
toutes les démarches à faire, les démarches administratives, etc. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. En tout cas, moi, je ne l'ai pas appris. Et c'est vrai que qu'on apprend sur le tas et que voilà, on peut avoir des surprises là-dessus. Il faut tout le temps être présent, c'est-à-dire que tu ne travailles pas, tu n'as pas d'entrée d'argent. Quand tu es salarié, tu as des congés payés, etc. Quand tu es indépendant, tu n'as pas ça. Quelques conseils, 2 conseils pour les gens qui souhaiteraient demain devenir orthophoniste. Attacher ses reins, voilà, parce que c'est un concours qui est très très difficile, 2 à 3% de réussite. Donc vraiment, ne pas avoir peur de travailler sans relâche. Ne pas avoir peur d'échouer aussi. Enfin, moi, j'ai échoué plusieurs fois avant de réussir le concours. J'ai passé plusieurs concours dans plusieurs villes de France. Et donc voilà, c'est la persévérance et toujours rester focus sur son but. Voilà. Tu as un petit message que tu as dit juste avant dans un autre format que j'aimerais bien que tu nous répètes pour les gens qui souhaiteraient s'inspirer justement de ce message. Alors pour quelqu'un qui a envie d'entreprendre, je dirais de rester focus, en fait, d'avoir des œillères, parce que souvent on est entouré, parfois ce sont des conseils bienveillants de notre entourage qui ont peut-être des pensées limitantes ou alors qui ont tout simplement peur pour nous. Mais vraiment, si tu as quelque chose en tête et que tu as un rêve, tu mets tes œillères et tu avances. Tu n'écoutes pas à droite, à gauche, tu avances. Voilà. Erika, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Sur Instagram, Erika Tika. Et voilà. Merci beaucoup, Erika. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. C'était Guéric pour TFK. Je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, abonnez-vous, partagez et commentez. Ciao. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?